Bonjour et bienvenue dans la salle 1, votre podcast cinéma. Ouvrez grand vos oreilles, attrapez un pot de popcorn et installez-vous bien confortablement. La séance va bientôt commencer. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans salle 1, le podcast cinéma. Et aujourd'hui c'est notre anniversaire, c'est le 10e épisode. Je m'en souviens, le premier c'était il y a si longtemps. Tu sais que tu fais cette blague toutes les semaines. Ouais, mais c'était il y a si longtemps. Le temps passe si vite finalement. C'est vrai Sébastien, c'est notre 10e épisode et en plus maintenant on se voit toutes les semaines et ça c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? On commence ça tout de suite ou pas ? On est parti. Eh ben alors c'est parti pour l'avant-séance. Salle 1, le podcast. Et cette semaine, dans l'avant-séance, deux grosses sorties. En France, le 22 mai 2024, donc aujourd'hui, Furiosa, une saga de Mad Max, sort en salle. C'est un film de George Miller avec Anna Taylor-Joy. Calme-toi Sébastien, ça va bien aller. Tu vas avoir le film toi aussi, juste 2 jours plus tard. Oh. Avec Anna Taylor-Joy, Chris Hemsworth et Alila Brown. Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la terre verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortan Joe et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. Ça, c'est du Mad Max. Ouais, Sébastien trépigne d'impatience. Et pourtant, je suis désolé de t'annoncer, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous ne l'aurons que le vendredi. Nos amis français l'auront 2 jours avant nous. Je vais prendre l'avion. Et voilà, bravo pour l'impact écologique, juste pour voir un film 2 jours en avance. Surtout pour Mad Max, niveau impact écologique, il n'y a pas pire. Exactement, mais et en plus ce film est hors compétition du Festival de Cannes. C'est vrai. Le Festival de Cannes qui a commencé la semaine dernière parce que, en fait, aujourd'hui au moment où on enregistre, mais la semaine dernière au moment où vous nous écoutez. Donc voilà, et puis au Canada, du coup Furiosa sort le 24 mai. On a aussi Dali de Quentin Dupieux qui sort le 24 mai. Et ça fait plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Ah, le fameux film de Quentin Dupieux avec toute la clique, Raphaël Quenard, les habituels, quoi. Voilà, tout ça, les amis de notre ami Quentin. Au Canada, le 24 mai, on a aussi Garfield, le film. Renommé en France, Garfield, héros malgré lui ou quelque chose comme ça. C'est réalisé par Mark Dindal. C'est avec Chris Pratt, Anna Waddingham et Samuel L. Jackson. Garfield, le célèbre chat d'intérieur amateur de lasagne qui déteste les lundis, est sur le point d'être embarqué dans une folle aventure. Après avoir retrouvé son père disparu Vic, un chat des rues mal peigné, Garfield et son ami le chien Audi sont forcés de quitter leur vie faite de confort pour aider Vic à accomplir un cambriolage aussi risqué qu'hilarant. Incroyable. Là, tu viens de casser le rythme, Sébastien, je te remercie. Donc voilà, Garfield en salle pour nous au Canada. D'ailleurs, profitez-en, nos amis canadiens, parce que la France l'auront pas tout de suite, ils l'auront le 17 juillet. Donc c'est une belle petite exclusivité, si on peut dire ça, que nous avons avant tout le monde. On dira belle exclusivité quand on l'aura vu, si ça vaut le coup. Exactement. Je vais juste faire un tout petit point sur le Festival de Cannes, parce que oui, aujourd'hui, le jour où nous enregistrons, nous sommes le 14 mai 2020, on est en 2024. Toujours. Et c'était aujourd'hui, pour nous, la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Et ça s'est bien passé. Fin du point. Non, je rigole. Camille Cotin a fait pour moi le meilleur discours d'ouverture que j'ai vu pour l'instant de ma courte vie. Greta Gerwig et son jury sont prêts à regarder les 22 films de la sélection officielle. Il y a Juliette Binoche qui a fait une éloge à Meryl Streep avant de lui remettre la palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. C'était très émouvant. Et puis sur le tapis rouge, on a vu monter le cast du deuxième acte, le film de Quentin Dupieux, qui est en ouverture du Festival de Cannes, avec Raphaël Quenard, Léa Seydoux, Vincent Lindon, et puis les autres, qui n'avaient d'ailleurs eux-mêmes pas vu le film. Ah ouais. Ils venaient le voir en même temps que tout le monde. Vincent Lindon a d'ailleurs dit que le tournage n'avait duré que 12 jours et que c'était pour lui une des plus belles expériences de sa carrière. Au cinéma, c'est depuis le 15 mai pour vous en France, parce qu'il sort le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Donc vous l'avez déjà depuis une semaine et allez-y si vous ne l'avez pas encore vu, parce que ça a l'air de valoir le coup d'après tout ce qu'en dit la critique. Et c'est la fin de l'avant-séance, Sébastien. Chargé aujourd'hui. C'était très chargé, beaucoup d'infos, beaucoup d'exclus. Enfin, d'exclus pas vraiment, parce qu'on a une semaine de retard, mais c'est pas grave. En tout cas, on enchaîne tout de suite, on passe à la séance. Salle 1.
Et aujourd'hui, dans la séance, Sébastien, tu vas nous parler de... Je pense que tu m'as dit que tu allais aller nous parler de La planète des singes, un tout petit film, une petite production américaine Exactement. avec des orignaux, je crois. Oui. Puis moi, juste après, je vous parlerai de Lady Bird. Donc, à toi, Sébastien, de nous parler de ton petit film. Effectivement, donc La planète des singes, le nouveau royaume ou le royaume de la planète des singes au Québec. Je préfère ce nom d'ailleurs. D'habitude, les noms au Québec sont un C'est vrai peu... que c'est rare qu'on préfère Ouais. le nom québécois. Hein. Donc c'est un film de Wes Ball. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est son premier Planète des singes. Il a repris le flambeau après la première trilogie. Et ce gars-là est connu notamment pour la trilogie Le Labyrinthe. Ok. Et il n'avait rien fait entre Le Labyrinthe, le dernier, et celui-là. On savait pas trop à quoi s'attendre finalement. Et dans ce film, on retrouve notamment une certaine Freya Allan qu'on connaît pour son rôle dans la série The Witcher. Une jeune actrice aussi qui a 22 ans, si je dis pas de bêtises. Donc je vous propose El Famoso Pitch. Oh oui, El Pitch. Donc plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Alors, la planète des singes, j'ai remarqué quelque chose, c'est que ça divise tout le monde. Je sais pas pourquoi, j'aimerais savoir pourquoi. C'est soit on adore, soit on déteste. Je pense que c'est le côté singe qui parle qui choque les gens. Je pense que oui. Moi, j'avoue être pas un grand fan de la licence, mais je trouve pas ça désagréable pour autant. Voilà, on va aller assez vite parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. C'est un bon film. Moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié ce film-là. On va parler d'abord de l'aspect technique du film, parce qu'on s'entend qu'ils n'ont pas pris des vrais singes, ils n'auront pas appris à parler, etc. C'est donc de la motion capture, et c'est vraiment super bien fait. T'as vraiment l'impression, justement, de voir des vrais singes. Ils ont passé un gap par rapport aux anciens qui étaient déjà très bons. Là, on a vraiment atteint un niveau de réalisme, même dans les paysages, de manière générale, graphiquement, le film est magnifique. C'est vraiment bluffant. Et d'ailleurs, petite anecdote concernant les acteurs qui ont joué le rôle des singes, c'est le réalisateur qui en parlait lors de la bande-annonce du film. Il a dit, je cite, « Nous avons demandé à nos acteurs de suivre plusieurs formations pour devenir le meilleur singe possible. Ils ont ainsi suivi des cours dans un camp d'entraînement pour singes. » Je fais les guillemets, vous les voyez pas, mais vous m'avez compris. Ils ont dû endosser des costumes de singes et ils sont vraiment rentrés dans leur peau. Ça a été un moment intense pour eux. Nous avons également travaillé avec un artiste du Cirque du Soleil pour préparer les acteurs et créer une chorégraphie de leurs mouvements. Au final, vous ne pouvez pas prétendre être un singe, vous devez devenir un singe. Et c'est vrai que quand tu vois la démarche qu'ont les acteurs, enfin les singes dans le film, vraiment tu as l'impression de voir des singes qui ont joué le rôle de singes finalement. Ce ne sont pas des humains mais des singes. Donc ça c'était vraiment intéressant. Ça rend le film encore plus crédible, tu es encore plus dedans. L'univers est vraiment bien travaillé. Tu sens vraiment qu'effectivement les singes ont pris le pouvoir, les humains. C'est intéressant de voir ce côté. Tu vois des troupeaux d'humains. Comme tu vois des troupeaux de bêtes sauvages, ce sont des troupeaux d'humains qui ont régressé. Et ça fait vraiment un petit peu relativiser sur ce qu'on est, tu vois, c'est assez intéressant. Et une autre chose que le film aussi traite, on va dire, c'est le rapport qu'on a aux prophéties, aux prophètes. Souvent on encense un prophète et on déforme au fil des ans parce que ça se passe des générations après César. Donc César est un prophète. Et tu vois comment avec les années, ses propos ont été transformés pour manipuler les foules finalement, pour arriver aux fins du méchant tyrannique du film. Donc ça touche aussi à ça, et ça marche bien, le film marche bien, donc je vous le conseille. Allez voir La planète des singes et réconciliez-vous avec cette franchise. Dispo au cinéma d'ailleurs. Évidemment, oui, actuellement. Donc allez-y, foncez. Je l'ai pas vu encore, je vais le voir. Je ne sais pas quand, mais je vais le voir, promis. Parfait. Parfait, donc c'est à mon tour de vous parler de Lady Bird. Lady Bird de Greta Gerwig. On vient juste d'en parler dans l'avant-séance. C'est elle, la directrice, la présidente du jury du Festival de Cannes, de ce 77e. Et je me suis dit que j'ai vu ce film à sa sortie en 2017. Et en voyant la cérémonie d'ouverture, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas revoir, pour moi, un des meilleurs films de Greta Gerwig. En même temps, elle n'en a pas fait tant que ça en tant que réalisatrice.
Je vous en parle tout de suite. Lady Bird. Donc, automne 2002, là je parle du pitch tout de suite. Automne 2002, Christine Lady Bird McPherson est une lycéenne d'un établissement catholique de Sacramento. Elle rêve de poursuivre ses études dans une université sur la côte Est, ce à quoi s'oppose sa mère Marion. Au cours de sa dernière année de lycée, elle va découvrir de nouvelles expériences comme l'amour, le théâtre et l'université. Donc, Lady Bird, c'est sorti en 2017, octobre 2017, si je ne me trompe pas. C'est avec Saoirse Ronan, un nom très compliqué à prononcer. J'espère l'avoir bien fait. Dans le rôle de Lady Bird, on l'a déjà aperçu dans The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, ou dans Les 4 filles du Dr March, qui avait énormément fonctionné à sa sortie, qui est un autre film de Greta Gerwig. Au casting, on retrouve aussi Laurie Metcalf dans le rôle de Marion McPherson. Personnellement, je ne m'en rappelle pas, mais elle joue dans Toy Story. Elle a une voix dans Toy Story, alors c'est normal qu'on s'en rappelle pas visuellement, mais voilà. Et elle a joué dans Scream 2. Bon. Frisson 2 pour nos amis québécois. Sinon, au casting, on a aussi un tout petit acteur qui n'a pas du tout évolué depuis. Il s'appelle Timothée Chalamet. Ouais, c'est un tout petit acteur. On l'a pas du tout vu récemment dans un film avec des grandes dunes de sable. En tout cas, c'est un film autobiographique, enfin semi-autobiographique. Greta Gerwig a dit que ça racontait pas mal sa vie à elle, notamment parce que ça se passe à Sacramento. Elle a elle-même grandi à Sacramento, dans l'État de Californie, pour ceux qui ne le savent pas, donc sur la côte ouest des États-Unis. Et ça raconte quand même pas mal de problématiques que Greta Gerwig a eues pendant son enfance. Elle dit que ce n'est pas vraiment autobiographique parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, mais elle aborde des sujets qui se sont passés pendant son enfance. C'est son premier film de Greta Gerwig en tant que réalisatrice et en tant que scénariste aussi d'ailleurs. Avant ça, elle avait quand même fait 42 films en tant qu'actrice classique. Donc c'est quand même on va dire une artiste chevronnée dans le domaine, et elle s'est dit pourquoi pas passer de l'autre côté de la caméra. Et ça marche bien. C'est distribué autour du monde par A24, le fameux studio que l'on connaît, surtout dans cette époque-là, pour diffuser des films quand même assez nichés. Et pourtant, ça a fait des entrées, 80 millions de dollars au box-office. Pas mal. Pour un film de 10 millions de budget. C'est bien. Donc, et puis alors, les niveaux des critiques, 99% sur Rotten Tomatoes. Il a été longtemps à 100%, puis il y a quelqu'un, un jour, il a dit « je vais faire baisser un peu la note ». Donc, c'est descendu à 99 sur plus de 400 critiques quand même. Puis on a un 7.4 sur 10 sur IMDb. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Je définirais ça comme un teen movie, mais sans être un teen movie. En fait, on a la qualité de l'univers d'un teen movie, qui est souvent quelque chose qui rejoint énormément de monde, mais sans les défauts de production d'un teen movie, qui sont souvent très médiocres. C'est très émouvant. Ça parle d'émancipation, Lady Bird veut partir, étudier de l'autre côté du continent, il y a le conflit avec sa mère, ça parle de classe sociale, elle habite à Sacramento, donc une ville à la fois riche et à la fois très pauvre. Ça parle aussi de religion, vis-à-vis de la religion, parce qu'elle est envoyée dans une école privée, à cause des risques qu'il y a dans les écoles publiques. On connaît tout ça un peu partout dans le monde. Les parents qui ont peur que ça se passe mal dans les écoles publiques, qui nous envoient dans les écoles privées. Donc là, elle est envoyée dans une école privée catholique. Donc il y a tout un rapport avec la religion. Puis il y a aussi tout le rapport avec le regard des autres quand on est adolescent, qui est très très bien interprété dans ce film. C'est très très bien joué. L'actrice principale est bluffante dans le film. Je ne l'ai pas vue dans beaucoup d'autres films, à part dans The Grand Budapest Hotel. Et je trouve qu'elle joue quand même très bien. C'est une très bonne actrice. La bande originale est aussi très solide. Ça appuie vraiment tous les propos du film. Je trouve ça très cool. Puis alors, comme je disais, c'était émouvant. En plus, je me suis un peu reconnu dans le personnage de Lady Bird. Parce que, par faire ses études à l'autre bout du monde, c'est ça. On connaît ça. Toi, pas pour les études, mais pour le travail. Oui. On a tous les deux immigré. On connaît un peu ça, même si elle reste dans le même pays. Mais bon, c'est quasiment la même distance entre la France et la côte Est que la côte Ouest et la côte Est. Donc, voilà, on peut s'identifier un peu à ça. Puis plein de problèmes d'adolescents, etc. Donc, tout le monde peut s'identifier à ça, finalement. Donc, juste Greta Gerwig veut nous montrer qu'elle est une personne comme les autres. C'est ça, c'est finalement, on est tous un être humain, on a tous finalement connu les mêmes problèmes, même si on donne l'impression que non. Exactement. Donc, moi, je tire mon chapeau à Greta Gerwig pour ce premier film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je n'ai pas encore réfléchi à la note que je vais lui mettre. Je pense lui mettre un solide 4 sur 5 sur Letterboxd.
Donc voilà, elle mérite sa place de jury, présidente du jury du Festival de Cannes, honnêtement. Et puis alors, pendant la cérémonie d'ouverture, il y avait un super magnéto, une belle surprise, etc. Si jamais vous avez l'occasion de voir la cérémonie d'ouverture, allez-y. Ça doit sûrement être dispo en replay chez France Télévisions. Exactement. Bon, moi j'ai fini de parler. Je parle beaucoup. Hein. J'ai la bouche toute asséchée. Je bois un coup, puis on passe au générique. Allez, parfait. Apéro. Salle 1, le podcast. Et aujourd'hui, dans le générique, on revient au classique un petit peu. Oui. On se prend pas trop la tête. Non. Rien d'exceptionnel. On rejoue au jeu des répliques. Ouais. J'avais perdu la dernière fois. Hein. Oui. Super. J'espère que ce sera encore moi qui vais pas perdre. En tout cas, vous avez compris. J'espère gagner, quoi. On n'est pas rendu. Ok Sébastien, vous connaissez les règles, hein, on dit chacun une réplique, le but c'est de trouver de quel film c'est tiré, et comme d'habitude c'est Sébastien qui commence parce que je suis galant. Allez, ça va. La première est facile. Normalement, tu devrais trouver facilement. Ok. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout fatigué de voir les hommes se battre les uns les autres, je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Moi ça me chagrine parce que t'as dit que c'était facile, et ça pourrait correspondre à tellement de films. La planète des singes. Sérieux? Bon j'ai gagné. Super. C'est la ligne verte. Ah oui, Mais patron. j'ai pas fait l'accent. C'est pour ça, t'aurais dit je suis fatigué, patron, j'aurais compris. Ouais, mais ça serait trop facile. Ouais, mais il manquait le patron, sinon c'est pas le vrai John Coffey. Pardon. Coffee. Est-ce compliqué, version originale. Ouais, hein. Ok, moi je pars sur un très très facile, ok, t'es prêt? Ok. Un petit baiser, chérie, et je te ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de Pise, et je planterai ma grosse fourchette dans ton ravioli. Alors c'est facile, mais je l'ai pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À ton avis, qui c'est qui peut dire des choses comme ça? Il y a qu'un seul acteur. Ah, je sais pas, moi. Un acteur américain. C'est quoi? On dirait un truc genre le parrain, ton truc. Mais non! Je sais pas, en vrai, je sais pas. Mais c'est Jim Carrey, The Mask. Oui. J'ai même essayé de faire un petit peu l'intonation, mais... On n'est pas... Ça va être dur aujourd'hui, on sort les classiques, on les a pas. On est très mauvais. À toi, Sébastien. Ok, la deuxième, normalement, est facile aussi. Mais bon, plus rien ne va là aujourd'hui. Non. Ok, tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ouais, ça, c'est un film de gangster et tout, là. Je l'ai vu, je suis presque sûr. C'est un film français? Non. C'est un film américain. J'ai envie de dire Le Parrain parce que je sais que tu l'as vu il y a pas longtemps. Aïe. C'est la bon, la brute et le truand. Ah ouais, ok, je l'ai pas vu, mais oui, la réplique est culte. Eh ouais. J'avais déjà entendu. Aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Ce serait compliqué. On va faire un 0-0. J'espère que vous, dans vos oreilles, actuellement, vous jouez avec nous et que vous êtes meilleurs. En même temps, c'est pas très difficile. Donc, à mon tour. Hey, je fais une fête chez moi ce soir. Ça dirait de pas venir? Ah, c'est Brice de Nice, évidemment. Eh oui. C'est facile. Alors, j'ai pas Jim Carrey, j'ai Brice de Nice. C'est fou, hein. Chacun ses classiques. Hein. Ouais, j'ai des anecdotes sur ce film. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. Allez, sors-moi ta dernière réplique. Allez, être visionnaire, c'est regarder le monde au-delà du temps. Mais on ne voit pas plus loin que les choix que l'on ne peut pas comprendre. Ok, ça sent 100% Inception. Non. C'est pas Inception. Pas du tout. C'est mieux. C'est mieux, c'est américain encore? Oui, en tout cas, c'est mieux dans mon cœur. C'est mieux dans ton cœur. C'est Les Affranchis. Non, c'est Matrix. Ah, ok. C'est au tout début de Matrix. Ouais, ça fit. Ouais, complètement. Bah ouais. Maintenant que j'y pense. Ok. Moi, j'ai une dernière réplique. Pas trop difficile, encore une fois, normalement. Toi et moi, on peut pas tout miser sur notre physique. Surtout toi. Ah, c'est dans quoi déjà? C'est Les Bronzés font du ski? Oui. Ah, j'ai eu un moment de doute là. C'est Jean-Claude Duss, alias Michel Blanc. Les Bronzés font du ski. Bon, bah super, finalement tu t'en sors bien. 2-0. Bon. C'est encore une victoire de Sébastien. Décidément, j'arrête de jouer à ce jeu, je suis vraiment trop mauvais. Et les amis, merci de nous avoir écoutés pour ce 10e épisode de Salle 1. On espère que ça vous a plu. Figurez-vous qu'on se retrouve la semaine prochaine. C'est fou ça. C'est quand même assez incroyable. Alors, n'hésitez pas à ramasser vos déchets et à suivre le panneau sortie en bas à gauche de l'écran. Et à la semaine prochaine. Salle 1, le podcast. Jacouille, porte-moi cette gourdasse, j'ai grand soif.
Tu la laisseras après.